Aujourd'hui, nous allons aborder le livre d'une femme, Daphné du Maurier. Daphné du Maurier est une romancière anglaise qui appartenait à une famille d'intellectuels. Son père et sa mère étaient acteurs et son grand-père était lui aussi romancier très célèbre. Son nom provient de ses origines, car certains de ses ancêtres des époques antérieures à la Révolution française étaient français. Daphné du Maurier, elle, a vécu au XXe siècle. Ses romans se caractérisent par son goût pour l'aventure et pour le suspense. Ils mettent en scène des personnages souvent torturés par une passion ou par un mystère qui les obsède. Plusieurs de ses œuvres à succès ont été adaptées au cinéma, en particulier par le fameux Alfred Hitchcock. On peut citer L'Auberge de la Jamaïque, Les Oiseaux et bien sûr Rebecca. Au début de ce roman, la narratrice se présente comme une jeune fille qui se croit totalement insignifiante. Pour vivre, elle est obligée de travailler comme secrétaire d'une odieuse mais très riche américaine. À Monaco, elle tombe amoureuse d'un veuf séduisant, Maxime de Winter. Et, à la surprise générale, celui-ci tombe sous le charme de la jeune fille et l'épouse après une très courte idylle. Mais Maxime semble tourmenté par d'obscurs secrets rattachés à sa femme défunte, la fameuse Rebecca du titre, et à sa sombre maison de Manderley. Cette bâtisse semble comme hantée par la première épouse de Max de Winter, et le culte de cette femme morte est perpétué de façon morbide par son intendante, Madame Danvers. C'est d'ailleurs cette dernière qui se charge de faire visiter Manderley à la narratrice lors de son arrivée dans sa nouvelle demeure. Je vais vous lire un passage qui se situe vers le début du roman. Je me levai lentement, reprise par ma vieille timidité, et j'allai dans le hall. J'aurais voulu attendre Max et, prenant son bras, visiter les chambres avec lui. Je n'avais pas envie d'y aller seul avec Mrs. Danvers. Que le grand hall paraissait vaste à présent qu'il était vide. Mes pas résonnaient sur les dalles et le plafond les renvoyait en écho, et j'étais gêné de faire tant de bruit comme dans une église, intimidé, mal à mon aise. Mes pieds faisaient un son stupide en marchant. Une silhouette noire m'attendait en haut de l'escalier, et, les yeux cernés, me regardait intensément du fond de la tête de mort. J'étais seul avec Mrs. Danvers. Je gravis le grand escalier à sa rencontre, tandis qu'elle m'attendait, immobile, ses mains croisées devant elle, les yeux fixés sur mon visage. Je m'efforçais de lui adresser un sourire qu'elle ne me rendit pas. Je ne lui en voulus pas. Mon sourire était sans raison, sot, trop large et artificiel. « J'espère que je ne vous ai pas fait attendre, dis-je. « Je suis à vos ordres, madame, répondit-elle, et elle me précéda sous la voûte de la galerie vers un couloir qui faisait suite.
Je pénétrai dans un petit boudoir meublé d'un divan, de fauteuils et d'un bureau, qui ouvrait sur une large chambre à 2 lits, avec de larges fenêtres et une salle de bain contiguë. J'allais droit à la fenêtre et regardais dehors. La roseraie s'étendait à mes pieds, ainsi que le côté est de la terrasse. Au-delà de la roseraie, un doux talus gazonné montait vers les bois. « On ne voit pas la mer d'ici, fis-je. »« Non, pas de cette aile, » répondit Mrs. Danvers. « On ne l'entend même pas. On ne croirait pas qu'elle est si près. Au moins, dans cette aile-ci. » Elle accentua particulièrement cette aile-ci, comme pour insinuer que l'appartement où nous nous trouvions avait quelque chose d'inférieur. Il y eut un silence. J'aurais voulu qu'elle s'en allât. Je me demandais pourquoi elle restait là, à mes pieds, ses mains croisées sur sa jupe noire. « Vous devez être à Manderley depuis longtemps, dis-je, en faisant un nouvel effort de conversation. Je suis venu pour la première... quand la première Miss de Winter s'est mariée, dit-elle, avec sa voix jusqu'alors sourde, et sans vie s'animait étrangement tout à coup, tandis qu'une tache de couleur montait à ses joues maigres. Ce changement était si soudain que j'en fus frappé et un peu effrayé. Je ne savais que dire, ni que faire. C'est comme si elle eût prononcé des paroles défendues, des paroles cachées au fond d'elle-même depuis longtemps et qu'elle ne pouvait réprimer davantage. Ses yeux ne quittaient pas mon visage. Je voyais bien qu'elle me méprisait, marquant avec tout le snobisme de sa classe que je n'étais pas une grande dame, que j'étais humble et timide. Mais il y avait autre chose que du mépris dans ses yeux, quelque chose d'hostile, de malveillant. Si à votre tour vous vous lancez dans la lecture de Rebecca, vous découvrirez comment et pourquoi Rebecca est morte. Vous serez comme la narratrice, hanté par sa présence maléfique. Vous subirez l'influence étrange et bizarre de Mrs. Danvers. Vous interrogerez sur les sentiments réels de Max de Winter à l'égard de la narratrice. Mais vous serez peu à peu happé par un suspense de plus en plus oppressant. Et vous serez surpris par l'accélération des événements et des révélations qui se succèdent vers la fin du roman. Pour conclure, si l'on rattache Rebecca de Daphné du Maurier au thème du programme de philosophie en terminale, on peut aborder 3 aspects. D'abord le thème du temps, car ce roman met systématiquement en parallèle l'époque où Rebecca était la femme de Max de Winter à celle où la narratrice la remplace. Ce parallèle semble valoriser un passé extraordinaire, l'époque de Rebecca, au détriment d'un présent devenu fade, insignifiant. Mais doit-on réellement se fier à ces apparences? Le deuxième thème est celui du bonheur. C'est la quête de l'héroïne à travers sa lutte avec elle-même pour devenir une épouse à la hauteur de Rebecca. C'est surtout l'objectif de la narratrice qui veut offrir ce bonheur à un époux en le soulageant de ses tourments qui le hantent. Enfin, le troisième thème est celui de la vérité. Ou plutôt,
celui des mensonges et des erreurs, que l'auteur s'applique à distiller tout au long du récit, afin de nous conduire, nous lecteurs, de surprise en retournement de situation, pour notre plus grand plaisir.